C'est Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel, enfin voilà, c'est 5 ou 6 milliardaires français qui ont décidé de prendre le contrôle de toutes les grandes marques d'information françaises. Ça s'est accentué ces dernières années et c'est des gens qui prennent le contrôle des médias pour s'en servir en termes d'influence sur les politiques, voire pour instrumentaliser ces médias pour servir leur cause, voire leur business. Donc là, on est vraiment dans un viol complet du contrat démocratique et du rôle des médias et de la presse. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois ce matin Jean-Baptiste Rivoire. Bienvenue Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter. On vous a croisé à CAPA, à Canal+, et aujourd'hui vous avez fondé Off Investigation. Qu'est-ce que c'est que Off Investigation ? C'est une tentative de faire de l'enquête audiovisuelle en dehors du système qui est verrouillé par les milliardaires et par le gouvernement. Vous diffusez actuellement une série qui s'appelle Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Une série d'investigations en 9 épisodes. C'est une tous les 10 jours, en gros. C'est ça, on va essayer de faire un peu un bilan distancié et critique du quinquennat Macron. Il faut savoir qu'on a proposé ce projet à toutes les chaînes. Et c'est assez amusant, parce que M6 nous a dit on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous a dit on a déjà un projet, mais certes un peu différent. Arte nous a dit non, ça n'intéressera pas nos téléspectateurs allemands. Netflix nous a dit on ne va pas sur les politiques en exercice. Et France Télé nous a dit on a déjà 3,52 sur le sujet, on n'en fera surtout pas d'autres. Parce que vous l'avez proposé aux médias mainstream, comme on dit aujourd'hui. Alors, il y a un épisode tous les 10 jours. C'est un rythme qu'on connaît plus aujourd'hui. Maintenant, vous savez que les séries, on les a toutes le même jour et on se fait le week-end de la série. Oui, enfin bon. Là, vous êtes dans l'attente. On est parti avec 3 bouts de ficelle, peu de moyens. On a lancé un financement participatif auprès de la population en disant, puisque le système des grands médias ne veut pas nous aider à faire un bilan critique du quinquennat Macron, il s'est quand même passé plein de choses pendant ce quinquennat, les gilets jaunes, le Covid, etc. On a dit aux gens, est-ce que vous voulez le financer ? Et 4500 personnes nous ont apporté plus de 200 000 euros. Et donc, on s'y est mis en fait dès le mois de mai 2021. Mais voilà, c'est long à fabriquer, c'est difficile. Donc là, on est à fond, on est à 16 heures par jour, on est sous l'eau pour arriver à livrer tout ça pour la présidentielle. On ne veut pas dépasser le mois d'avril. Et à peu près, c'est un tous les 10 jours qu'on arrive à livrer. Ouais. De quoi le 7e épisode parlera-t-il ? Alors je sais plus, mais il y en a un qui peut éventuellement vous intéresser. C'est le 7e. Voilà, on va l'appeler Macron l'Algérien. C'est une belle enquête de Yanis Mamdi sur l'espèce de complaisance de Macron depuis le départ, dès le mois de février 2017, espèce de complaisance à l'égard du régime algérien. Et du régime des affairistes du clan Boutef à l'époque. Et on est dans un truc un peu classique où les Français viennent montrer patte blanche, faire des déclarations de complaisance, etc. Et quand des millions d'Algériens vont sortir dans la rue pour le Irak, finalement, la première déclaration de Macron, c'est de donner un encouragement à Boutef, qui est à son 5e mandat et que l'ensemble de la rue algérienne veut voir partir à la retraite. Donc on s'est interrogé sur pourquoi une telle complaisance à l'égard de ce régime et pourquoi une telle ignorance finalement de cette population entière qui descend dans la rue pour plus de démocratie. On espère que Emmanuel Macron n'a pas été avantagé, aidé, voire financé par quelques milliers d'affaires algériens. C'est une question ? On se pose la question, c'est comme ça. Vous posez la question. Non, si vous avez un début de réponse à nous apporter ce matin, je suis preneur. Alors, ça va passer le 18 mars. 18 mars, 7e épisode, viendra nous en parler au moment où ça sortira. Visiblement, ça irait mieux entre les Français et les Algériens depuis quelques temps. Oui, alors c'est un peu je t'aime, moi non plus, ça dépend. Ce qui nous frappe, si vous voulez, c'est qu'on se demande si Macron s'est pas retrouvé piégé dans le système algérien, à faire des déclarations de complaisance, à avoir un peu d'aide, mais du coup, dès qu'il veut dire quelques vérités, il se fait taper dessus. Donc, c'est vraiment un peu n'importe quoi. À l'image de la relation franco-algérienne depuis des années, il n'a rien inventé, mais il y a une névrose franco-algérienne qui continue, malgré ce jeune président qui est le premier qui, pour le coup, n'a pas été dans le Djebel en 54, ni faire de stage à Alger, comme tous ses prédécesseurs. Je crois que Chirac avait fait la guerre d'Algérie et Hollande avait été en stage à Alger. Donc Macron, c'était le type qui sortait un peu de la période guerre d'Algérie, mais en fait, ça continue dans des rapports d'affaires, voire de corruption compliqués, quoi. La France-Algérie, pour reprendre un des titres de vos précédents livres, ça continue sous Macron ? D'une certaine façon, oui. Parce qu'il y a toute une génération qui a quand même disparu d'hommes qui étaient de pouvoir et qui faisaient la navette entre les deux pays. Alors, ça a évolué, bien sûr. Le général Toufik Médiane, qui a tenu les services secrets algériens pendant près de 30 ans, avec une extrême forte puissance, est affaibli, bien sûr. Il y a des guerres de clans au sommet du système algérien, comme il y a toujours eu. Mais, si vous voulez, l'imbrication entre le clan dur de l'armée, les milieux d'affaires reste très fort. Et la difficulté à laisser émerger une revendication démocratique en Algérie et un fonctionnement un peu plus sur la base d'un état de droit reste tout à fait réel. Et les hommes politiques français continuent à être dans des rapports d'affaires
guerre avec le régime algérien, qui sont assez malsains pour les peuples, à mon avis. Jean-Baptiste Rivoire, est-ce que dans votre clause de départ de Canal+, il y avait une clause qui vous interdisait de dire et de parler de votre ancienne boîte ? Alors en fait, ils ont constamment cherché à me faire taire depuis des années. Ça a commencé très vite, quoi. Dès l'arrivée de Bolloré dans Canal, où il commence à écraser l'investigation, le rire et l'impertinence. Moi, je prends un mandat syndical, je me fais nommer représentant syndical pour pouvoir aller un peu au comité d'entreprise, poser des questions. Et dans les heures qui suivent, il m'envoie une lettre de licenciement totalement illégale, parce qu'il n'y a rien dans le dossier, mais c'est du bluff. C'est pour vous faire peur, c'est pour vous faire craquer, c'est pour vous faire partir avec un chèque. Et les chèques, on part en échange d'un accord de silence. Donc cette pression a été constante pendant 5 ans. Moi, j'ai été laissé sans affectation pendant 5 années, avec une pression constante de signer des clauses de silence que je refusais absolument de signer. On me demandait, par exemple, de ne pas faire un truc sur Facebook, rien sur Twitter, qui puisse porter atteinte à la réputation de Vincent Bolloré ou de ses dirigeants ou de ses filiales. Et voilà, oui, c'est une demande constante de Bolloré qui prétend ne rien censurer, qui prétend se moquer de son image, mais en fait, il verrouille tous les gens qui partent de ces systèmes, beaucoup, très majoritairement, par des transactions de silence, oui. Mais dans votre transaction de départ, il y en avait une, donc, il y avait une clause comme ça. Eh bien, si vous voulez, il y a eu bagarre. Moi, je ne voulais pas signer une clause en disant que je ne toucherais pas à sa réputation. Je leur ai dit, je veux bien ne pas vous diffamer. Voilà, il y a eu un arbitrage compliqué. Mais de toute façon, si vous voulez, c'est tellement grave en termes de démocratie, ce qui se passe en termes de concentration dans les médias, que voilà, il faut maintenant dire la vérité sur ce qui se passe dans ce système, parce que là, c'est vraiment le contrat républicain qui est en train d'être très fortement abîmé par 5 milliardaires et par un gouvernement qui veut mettre sous la botte l'audiovisuel public. Alors, vous publiez l'Élysée et les oligarques contre l'info. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, les oligarques, c'est un terme qui est plutôt utilisé pour les Russes. Qui sont ceux que vous appelez les oligarques ? Oui, c'est un terme qu'on a repris des Russes, on ne sait pas très bien comment les appeler. En fait, c'est Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel, enfin voilà, c'est 5 ou 6 milliardaires français qui ont décidé de prendre le contrôle de toutes les grandes marques d'information françaises. Ça s'est accentué ces dernières années, je crois qu'il y a quasiment 90-95% de la presse écrite qui est entre leurs mains, et c'est des gens qui prennent le contrôle des médias pour s'en servir en termes d'influence sur les politiques, voire pour instrumentaliser ces médias pour servir leur cause, voire leur business. Ça a pu arriver par exemple pour Vincent Bolloré, diffuser sur les antennes de Canal des publi-reportages pour des dictateurs africains avec lesquels on espère signer des contrats. Donc là, on est vraiment dans un viol complet du contrat démocratique et du rôle des médias et de la presse. Et ça abîme les médias, ça abîme leur crédibilité, ça crée énormément de colère dans la population, ça crée de la violence contre les journalistes. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne gravement, quoi. Est-ce que les Français connaissent bien ceux qui possèdent des médias en France ? Est-ce que les gens savent que finalement, il y a une telle concentration ? Non, je pense pas. Il y a des gens, par exemple, qui trouvent qu'il faudrait maintenant marquer dans les médias le nom du propriétaire. C'est quand même pas anodin de savoir que LVMH, Bernard Arnault, première fortune de France, premier groupe de luxe, domestique depuis plusieurs années, la rédaction du Parisien, ainsi que celle des Échos, premier quotidien économique français. Ça leur appartient, mais ça, les gens font pas forcément le lien, en fait, quand ils lisent le Parisien le matin. Absolument. Les gens ne le savent pas. Arnaud Lagardère, marchand d'armes, ami de Sarkozy, qui tient historiquement le JDD et Paris Match, qui a mis ses grands titres importants en France au service de la campagne, de la carrière politique de Nicolas Sarkozy, puis au service de la carrière politique d'Emmanuel Macron en 2016. C'est pas anodin. Les gens ne le savent pas. Et s'ils le savaient, ils comprendraient un peu mieux un certain nombre de choses. Patrick Drahi, BFM TV, le bras droit de Patrick Drahi, par exemple, Bernard Mourad. Mais attendez, mais c'est pas que BFM, parce qu'on dit BFM, mais c'est BFM. Drahi, c'est BFM Libération l'Express. Que fait Drahi quand il prend le contrôle de Libé et de l'Express ? Il commence par faire du cost killing, c'est-à-dire qu'il vide les rédactions de ses journalistes. Et puis, son bras droit, Bernard Mourad, par exemple, partira dans la campagne d'Emmanuel Macron début 2017 pour devenir l'un des responsables du financement de la campagne. Donc, si vous voulez, ces milliardaires qui contrôlent les journaux pèsent aussi sur la vie politique, choisissent leurs candidats. En l'occurrence, la plupart de ces grands milliardaires ont choisi Macron en 2017 et ont réussi à le faire monter en 1 an et demi. D'un statut où personne ne le connaissait, à tout d'un coup président. Donc ils ont une influence énorme sur la vie politique. Il y a un vrai souci. Alors c'est le fruit de 3 ans d'enquête et de 20 ans de témoignages que vous avez remonté. Vous faites démarrer en gros votre enquête à Sarkozy. Avant, c'est pas intéressant ? C'est pas ça, c'est que, si vous voulez, c'est un boulot de dingue sur 3 ans, déjà remonté sur 3 présidents. Oui, on aurait pu remonter sur l'influence de Mitterrand sur l'information, sur celle de Chirac. C'est vrai que Sarko a été quand même, a marqué un tournant. Sarko, il a construit toute sa carrière politique à Neuilly en créant un club de gens influents qui s'appelait Neuilly Communication. Il essayait d'avoir dedans tous les futurs grands dirigeants de médias. Et il a été l'avocat des milieux d'affaires, mais pas juste au sens figuré. Il a été, dans son cabinet d'avocat d'affaires, l'avocat du groupe Bouygues en 97 pour résister à un
l'avocate de Bolloré, l'avocat d'Arnaud Lagardère par moment. Donc il a vraiment travaillé pour ces grands milliardaires. Et puis quand il est entré en politique, on a un peu le sentiment qu'il a continué à se faire l'avocat de ces grands milliardaires. C'est une espèce de pacte entre lui et ces gens pour soutenir sa carrière. Il les a constamment soutenus. Et il a peut-être un peu oublié au passage la population, la démocratie et la liberté de l'info. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que le jeune Nicolas Sarkozy, qui n'est pas encore maire de Neuilly à l'époque, convoque les gens. Enfin, convoque les patrons, les milliardaires. Il leur dit, voilà, est-ce que tu veux être avec moi ? Est-ce que tu veux être mon ami ? C'est ça qu'il leur dit. Alors effectivement, on a une scène qui remonte au début des années 80. Sarko en fait vient d'être élu maire de Neuilly à 29 ans. Il a réussi à contourner Charles Pasqua qui voulait se faire élire par les édiles locaux. Et Sarko a été pour le compte de Pasqua, mais a convaincu les vieux de Neuilly finalement de voter pour lui. Donc à 29 ans, il remporte la mairie. Pasqua est furieux et il va commencer à faire la tournée d'un certain nombre de chefs d'entreprise des Hauts-de-Seine pour dire voilà, j'ai des ambitions politiques, etc. Je crois que vous n'avez pas beaucoup de gens qui s'occupent de vos affaires juridiques. C'est un témoignage qu'on a recueilli de Jacques Dupuy-Noby, ancien patron d'une grosse boîte implantée dans les Hauts-de-Seine, qui voit ce jeune maire Sarkozy arriver en lui disant « Je vais travailler pour vous de manière juridique, vous inquiétez pas, vous me versez un peu d'argent, je vais m'arranger, j'ai besoin d'argent pour ma carrière politique. » Donc Dupuy-Noby raconte avoir refusé, mais combien de boîtes finalement ont accepté de prendre Sarkozy comme avocat ? Donc je parlais du groupe Bouygues tout à l'heure, donc oui, et plein de boîtes des Hauts-de-Seine sont rentrées dans le jeu et l'ont financé. Et puis derrière, une fois qu'il est entré en politique avec succès, évidemment, il a fallu qu'il renvoie un petit peu l'ascenseur à tous ces gens. Et donc là, vous vous intéressez aux années Sarko, Hollande et Macron, mais on se rend quand même compte que finalement, Macron n'a rien inventé, et on a même l'impression que c'est le système Sarkozy qui continue sous Macron, parce qu'on retrouve grosso modo les mêmes hommes. Alors tout à fait, il y a un peu une parenthèse Hollande, on pouvait avoir l'impression en tant que journaliste qu'il était un peu plus sympa, il est un peu plus rond, il est rigolo Hollande. Bon, en fait, en coulisses, il a fait un énorme travail poussé par Valérie Trierweiler pour rencontrer les patrons de médias, parce que Hollande, il rigolait par texto avec les journalistes, mais sa compagne lui disait tout le temps, mais elle était embauchée à la fois par Arnaud Lagardère au sein de Paris Match et par C8, Vincent Bolloré. Donc elle disait à François, mais tu sais François, il faut que tu copines avec les grands patrons des médias si tu veux être élu à la présidence. Et donc il a fait ce travail d'approche vers Bouygues, etc. Mais effectivement, lui, c'est un peu un accident de l'histoire. Il a essayé d'être aussi copain avec les oligarques que Sarko. Mais Macron, il y a un parallélisme incroyable avec Sarkozy, c'est qu'il a fêté sa victoire dans une grande brasserie de luxe parisienne comme Sarko. Il s'est fait aider pour faire sa campagne par Michel Marchand, la spin doctor, la communicante des Sarkozy, qui s'est mise au service des Macron ensuite pour les mettre à la une de Paris Match, comme elle avait fait avec Sarkozy. Il a mis en cause, fragilisé le service public, comme l'avait fait Sarkozy en 2007. Donc oui, il y a un grand parallélisme entre Macron, prétendument homme de gauche, mais qui en fait a des réseaux très importants chez les sarkozystes, et Sarko. Et Macron a brillamment utilisé ces oligarques et ces milliardaires qui contrôlent la presse pour favoriser sa carrière politique, comme l'avait fait Sarko. Oui. Ça manque de bateau, tout ça, parce que Macron n'est pas allé sur le yacht de Vincent Bolloré pour fêter sa victoire. Ah oui, mais parce qu'on a quand même reproché à Sarkozy qu'il l'a payé très cher. Pour arriver à la cheville de Sarkozy en matière de complaisance et de proximité à la guerre des oligarques, il faut quand même se lever tôt, parce que effectivement le yacht de Bolloré, c'était quand même un festival. Mais Macron n'est pas très loin, je vous rassure, il est très très ami avec ces gens, qui vont d'ailleurs quasiment tous le soutenir pour la prochaine présidentielle. Alors on va parler on parle de l'indépendance des médias et surtout de l'investigation en France. C'est le sujet du livre de Jean-Baptiste Rivoire qui est mon invité ce matin, l'Élysée, les oligarques contre l'info, aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur Vincent Bolloré, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Bolloré. Bolloré est une caricature d'actionnaire qui met au pas les rédactions, qui vire les journalistes qui le dérangent, qui veut absolument que ça aille dans le sens qu'il veut, qui censure, qui instrumentalise ses médias pour faire du business. Mais, je veux dire, c'est que la tête de pont, c'est que un arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a tout un tas d'actionnaires qui le regardent un peu fascinés en disant « Oh là là, voyons qu'il ose des trucs super ». Et je pense qu'ils vont tous avoir envie de faire pareil. Et de toute façon, un Bernard Arnault ne prend pas le contrôle du Parisien ou des Échos par hasard. C'est pas ça qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Par contre, ça lui donne de l'influence. C'est-à-dire que tenir dans sa main le premier quotidien économique de France, c'est déterminant. Ça permet qu'on ne l'embête pas trop LVMH, par exemple, ou qu'on ne parle pas trop de documentaires comme ceux de Ruffin qui se moquent de Bernard Arnault. Alors, il faut expliquer, parce que là encore, le grand public ne connaît pas toutes les coulisses de ce documentaire et de toute l'histoire de ce documentaire. Je vous donne un exemple. En 2016, François Ruffin s'amuse à travailler sur des ouvriers français qui ont été abandonnés par le système LVMH qui délocalise en Pologne la fabrication de ces costumes de luxe vendus à 800 € pour Kenzo, par exemple. Et donc, ces gens sont perdus, n'ont plus de boulot, vont se faire saisir leur maison. Et Ruffin se dit, mais enfin, quand même, quand on vend des trucs de luxe à ce prix-là, on pourrait peut-être payer des ouvriers dans le nord de la France plutôt que de délocaliser en Pologne. Donc, il va construire tout un documentaire, merci patron, sur cette histoire.
qui est assez drôle. Bon, voilà, le truc sort au Parisien, il y a des consignes extrêmement strictes. Qui est indépendant, c'est un documentaire. Pour le coup, c'est un documentaire indépendant. C'est pas un documentaire qui a été commandé par une chaîne, par envoyé spécial, par Cache Investigation ou pour. Ah bah non, si vous vous moquez d'un milliardaire qui contrôle la presse, vous êtes à peu près certain que vous n'aurez pas de commande ni de France Télévisions, ni de subvention du CNC, etc. Puisque ces milliardaires copinent avec l'État, donc vous êtes obligé de passer en marge. D'ailleurs, il n'a pas eu de subvention du CNC, merci patron, mais il a fait un carton en salle parce qu'évidemment le film était formidable. Quand Bernard Arnault voit ça, je ne sais même pas s'il est intervenu, mais je sais que dans ses journaux, par exemple au Parisien, il y a des consignes, on ne parle pas du documentaire de Ruffin, qui fait un carton absolu en salle, qui a ensuite été racheté par Canal, je crois, ou Netflix. Enfin, c'est un phénomène. C'est comme Michael Moore, Ruffin, dans cette histoire. Et ben, au Parisien, il y a des consignes qu'on n'en parle pas. Donc, ça sert à ça, de prendre le contrôle de journaux, c'est s'assurer que ça ne va pas venir critiquer votre territoire. Et puis, voilà, ça permet de limiter aussi la partie enquête du journalisme, parce qu'il ne s'agit quand même pas qu'on aille fouiller trop dans les coulisses du système. Donc, finalement, c'est une domestication des journalistes, et elle est massive en France aujourd'hui. Mmh. Votre livre est un hommage à Élise Lucet. Finalement, hein, et personne n'a eu sa peau, ni Bolloré, ni Macron. Qu'est-ce qui la protège ? Alors, d'abord, il y a beaucoup de talent dans les équipes d'Élise Lucet et de première ligne. Hein, là, le producteur qui a inventé Cache Investigation il y a maintenant une dizaine d'années. Il y a beaucoup de talent, d'ailleurs, certains venaient du système d'investigation Canal. Je rappelle que Paul Morat et Luc Herman, qui ont été remerciés en 2006 par Canal, ont été finalement créés derrière Cache Investigation pour le service public. Donc, il y avait vraiment une école d'investigation indépendante et accrocheuse. Élise a un talent fou. Enfin voilà, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des trucs vachement bien et ils ont réussi à mettre à nu finalement les multinationales. Ils sont un peu moins présents sur la politique, mais sur les multinationales, franchement, ils y ont été. Pour moi, c'est l'une des meilleures émissions d'enquête que la télévision française n'ait jamais inventée. C'est vrai que ça a bien fonctionné sous Hollande. Je pense que depuis Macron, les milieux d'affaires se sont pris en grippe Élise Lucet. Il faut savoir qu'elle avait poussé une pétition contre la loi secret des affaires que Macron voulait instaurer. Donc, alors, il faut expliquer ce que c'est que justement cette loi secret des affaires. Hein. En fait, vers 2016, dès le moment où Macron était à Bercy, 2015, les milieux d'affaires en France, les labos pharmaceutiques, l'industrie de la chimie, etc., en ont marre d'avoir des lanceurs d'alerte, mais y compris les banques, ou des journalistes d'investigation qui viennent révéler leurs pratiques, et donc ils veulent absolument renforcer ce qu'on appelle le secret des affaires, c'est-à-dire faire que des lois en France interdisent d'aller chercher ce qui se passe dans les entreprises. Ce qui est évidemment une atteinte énorme à la liberté de l'information. Et donc, à cette époque, des confrères informés n'est pas un délit, Élise Lucet, vont monter au créneau avec une pétition qui va avoir plusieurs centaines de milliers de signatures pour dire vous ne pouvez pas nous empêcher de faire notre travail d'information sur l'économie et sur les grandes entreprises. Donc Macron va reculer dans un premier temps et puis ensuite par l'Europe, cette directive va revenir par la fenêtre et elle va être appliquée très strictement en France par les macronistes qui cherchent manifestement à protéger les milieux d'affaires. Donc oui, en vérité, depuis Macron notamment, il y a un combat très fort entre Lucet et le pouvoir exécutif avec une Delphine Ernotte au milieu qui ne sait pas très bien comment gérer. De mon point de vue et de ce qui ressort de l'enquête que j'ai menée, c'est qu'il y a en réalité de fortes pressions au sein de France Télévisions sur cette émission, sur Élise Lucet. Par exemple, elle a plus que 6 émissions. Il y a eu 2 tentatives récemment de faire passer à 4 émissions. Voilà, là, on vient d'apprendre qu'un Cache Investigation sur McDo était brutalement déprogrammé par France 2. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais enfin, les pressions des milieux économiques sont fortes et je pense qu'ils ont le soutien du sommet de l'État depuis Macron, qui lui-même ne porte pas forcément le journalisme d'investigation de France Télévisions dans son cœur. Vous reprenez des propos de François Bayrou, voulant empêcher les puissances industrielles contrôlant la presse d'avoir prise sur l'Élysée. Alors aujourd'hui, François Bayrou est conseiller du président, c'est un des plus proches conseillers du président Macron. Aujourd'hui, il est haut commissaire au plan. Quelle est sa position sur ce monopole des médias? On l'entend plus du tout finalement. Je m'en suis aperçu parce que pour le livre ou même pour la série Macron, j'aurais bien voulu qu'il témoigne. Et c'est fou ça. Je dis écoutez, François Bayrou, en 2006, vous avez fait des déclarations extrêmement courageuses, vous étiez lucide, vous aviez compris comment ces grands milliardaires qui contrôlent l'info sont en train de torpiller la démocratie, y compris TF1. Il avait eu le courage de venir dire ça sur le plateau du 20h de Claire Chazal, il faut quand même le faire. Et donc je me dis, je vais aller voir un type héroïque qui va être super, etc. Et en fait, en entrant dans le bâtiment de François Bayrou à Paris, je découvre que je suis dans un immeuble qui appartient à la République, il y a marqué un truc plan, il y a du bleu, blanc, rouge, il y a des logos comme ça un peu républicains. Et je comprends qu'en fait, il a accepté un poste que l'État lui a donné. Et tout d'un coup, je le trouve très timide. Alors, il pense qu'il a raison d'avoir dit ça, mais alors par contre, plus du tout, il veut parler. Donc, je me dis, bon, ok, ils ont récupéré Bayrou, ils doivent le payer, il est plutôt macroniste, c'est terminé, il témoignera plus. C'est dommage, parce que c'est un problème démocratique majeur, et c'est vrai qu'on a besoin qu'il y ait des voix qui s'élèvent, quoi. Alors, c'est marrant, parce qu'on associe les années TF1 aux années Sarkozy, notamment les rapports entre Martin Bouygues et Sarkozy. Mais ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que finalement, Hollande, il était compatible avec TF1.
C'est vrai que sous Lelay et Moujotte, dans les années 2000, TF1 a été extrêmement pro-Balladur, puis pro-Sarko, et ils ont poussé en permanence dans les 20 heures, espèce de vous vous souvenez quand Sarko passait son temps à provoquer les quartiers, à provoquer les banlieues, à les traiter de racailles, à dire je vais nettoyer ça au Karcher. Enfin, vraiment, c'est comme s'il cherchait la bagarre avec les jeunes des quartiers. Ce qu'on a beaucoup reproché au journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut d'ailleurs. Par exemple, et d'une façon générale, les caméras TF1 à l'époque avaient tendance à débarquer au moindre truc et à criminaliser les jeunes des quartiers qui souvent en plus étaient noirs ou bronzés. Bon. Cette logique de Sarko, cette volonté de provocation était terrible et ça a fini par déboucher sur l'affaire Ziad et Bouna en 2005. Vous avez 2 gamins qui reviennent du foot à Clichy-sous-Bois, qui juste reviennent du foot. Il y a une incompréhension, un habitant prévient la police police les course, les mômes ont peur, ils se sauvent et finissent par brûler dans un transfo à Clichy-sous-Bois où ils vont mourir, donc décédés au bout de quelques minutes. Et là, le pouvoir sarkozyste, qui est à l'époque à l'intérieur, va venir marteler dans les 20 heures pendant des jours et des jours. Pas du tout, la police ne pourchassait pas ces 2 jeunes. Bon, c'est un mensonge d'État, très grave, et la colère des jeunes de Clichy était telle qu'ils ont déclenché les émeutes qui ont quand même duré 2 mois et enflammé toute la France. Mais je veux dire, le pire de ça, c'est que c'est horrible cette histoire, mais Sarko en a tiré les marrons du feu, c'est-à-dire que les sondages derrière, il a monté, il est devenu président. Donc oui, TF1, à cette époque, poussait énormément ce candidat, y compris dans sa façon de provoquer les banlieues pour le faire monter électoralement, et TF1 est parvenu à le mettre au pouvoir. Quand Lelay et Moujotte se sont affaiblis au bout d'une dizaine d'années, quand TF1 a eu trop l'image pro-Sarko, quand TF1 pouvait plus rentrer dans les quartiers avec le sigle TF1 parce qu'il se faisait caillasser les voitures, et quand Martin Bouygues en a eu un peu marre de Sarko à la fin de son quinquennat parce qu'il n'obtenait pas en termes de business tout ce qu'il voulait, et quand il a compris que le PS allait peut-être revenir au pouvoir en 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est dit merde, là on va être embêté, donc ils ont refait la paix avec François Hollande, fin 2011, ils ont fait la paix, ils ont fait un deal, ils ont dit ok, on arrête de soutenir Sarko, on redevient neutre. Alors ça passe par qui dans ces cas-là ? François Hollande déjeune avec Martin Bouygues, et ensuite sa future ministre de la Culture Aurélie Fipetti, oui. Rencontre l'état-major de TF1 qui lui donne des garanties. Pendant la campagne, on vous promet, on arrêtera de défendre Sarko, on sera neutre. Et effectivement, au printemps 2012, TF1 va se mettre dans une position beaucoup plus centrale politiquement, parce qu'ils savent très bien que Hollande risque d'arriver au pouvoir. C'est juste cynique. Effectivement, Hollande arrive au pouvoir, et TF1 a fait la paix avec Hollande. Ensuite, Hollande a donné des petits avantages à TF1. Bon, d'accord, LCI peut passer en gratuit alors que c'était pas le deal. Bon, il y a différents petits arrangements qui vont se faire, et à la fin, les Hollandais finiront par dire il n'y a plus de problème TF1. Ils ont réussi à faire la paix avec le système TF1, mais au prix de s'échanger des avantages, quoi. Alors aujourd'hui, il y a toujours un problème, peut-être pas TF1, mais groupe TF1, c'est TMC, c'est Barthès. Quels sont les rapports finalement de quotidien avec les politiques et avec l'équipe Macron ? C'est difficile à résumer en quelques instants. Ils ont mordillé les macronistes comme ils mordillent tout le monde au début de la campagne. En 2016, ils ont fait le boulot comme ils le faisaient avec Sarko, comme ils le faisaient un peu avec Hollande. Ils ont commencé à se moquer un peu de Macron, qui avait un programme un peu vide, qui sortait un bouquin avec, au lieu d'avoir une 4e de couverture, il y avait sa tronche en photo derrière son bouquin. Quand il fait son discours hurleur, là où il perd sa voix, en disant « Parce que c'est notre projet !» Bon, bah là, ils se moquent de lui, c'est hyper drôle, quoi. Et puis, ils vont aller un peu plus loin, ils vont se moquer carrément à l'antenne de Michel Marchand, la spin doctor secrète de l'Élysée qui n'aime pas du tout être en image, en montrant qu'en fait elle incite Macron à aller voir les ouvriers pour faire semblant qu'il est de gauche, alors qu'en fait il s'en fiche parce que lui il attend son prochain shooting pour Paris Match. Donc ils se foutent bien quand même de la gueule de Macron, et il y a un moment donné ça commence à crisper les macronistes, et de mon point de vue ils ont été ciblés par des campagnes de déstabilisation lancées dans la presse People. Ils se sont heurtés au pouvoir macroniste, ils ont ensuite un peu... Donc là, on s'attaque à la personne de Barthès, c'est ça, en gros, on déstabilise comme ça. En tout cas, Barthès, après l'arrivée de Macron à l'Élysée, avec au cœur de l'Élysée, donc cette Michel Marchand, qui est la reine de la presse People, qui passe son temps à faciliter des photos qui peuvent déstabiliser des gens, ou au contraire protéger des gens connus des paparazzis. Donc elle a un rôle très important dans les coulisses de la presse People française depuis 15 ans. En tout cas, Barthès, après avoir mordu les macronistes, va se retrouver la cible d'une campagne de déstabilisation allant sur le terrain de sa vie privée. Et je remarque que dans les mois qui ont suivi, ils ont totalement annulé tout projet de parler dans le quotidien du livre Mimi, sur ce portrait de cette femme sulfureuse qui était au cœur de l'Élysée, et que par ailleurs ensuite ils ont censuré un énorme scoop qui prouvait que les armes françaises ciblaient des civils au Yémen, que Macron et Parly le savaient depuis plusieurs Là on est dans une affaire d'État quand même. Ce que vous révélez, c'est quand même une vraie affaire d'État. Pour redire un mot de cette histoire, en fait, pendant longtemps, Macron et Parly disent on vend bien des armes à l'Arabie Saoudite qui attaque le Yémen, mais nos armes françaises ne servent pas contre les civils. Et à un moment donné, une journaliste de quotidien découvre la preuve, un document confidentiel français qui prouve que les armes françaises, les canons, etc., sont braqués sur les civils du Yémen, que c'est extrêmement grave et que donc le pouvoir politique ment depuis 2 ans. Et quand elle veut sortir ce truc dans le quotidien, tout d'un coup, sa hiérarchie lui dit non, c'est impossible. Et ça finira par sortir
sortir dans un média indépendant 6 mois plus tard, disclose. Mais enfin, oui, il y a une énorme censure dans le système TF1 sur cette affaire. On ne sait pas très bien si c'est au niveau... La fille est convoquée, convoquée, entendue par la DGSI, sa hiérarchie lui demande de garder le secret sur cette affaire, et ça n'est que quelques mois plus tard, parce que les services secrets macronistes iront très très loin en convoquant 8 autres journalistes pour leur mettre la pression au rez-de-chaussée de la DGSI, que là, enfin, quelques médias s'offusqueront de ça, le patron du Monde va défendre ses troupes, etc. Et là, le scandale va apparaître, on va découvrir que les macronistes font pression terriblement sur des journalistes pour cacher cette information depuis des mois et des mois. Et là, les gens de quotidien seront obligés de reconnaître que, en fait, cette affaire, c'est l'affaire Valentino Berti, c'est elle qui a voulu sortir ce scoop, c'est elle qui en a été empêchée, c'est elle à qui on a demandé de se taire, et l'affaire finira par sortir. Mais oui, cette affaire, par exemple, pose la question, est-ce que dans le groupe TF1, chez TMC, on peut sortir un énorme scoop qui dérange les macronistes? Ce jour-là, ça n'a pas été possible. Allez, c'est Jean-Baptiste Rivard qui est notre invité aujourd'hui et qui publie l'Élysée et les oligarques contre l'info aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y a énormément d'informations sur les 20 dernières années, les rapports entre les gens de pouvoir, les oligarques et les journalistes, en tout cas ceux qui investiguent. Et aujourd'hui, l'investigation en France, c'est compliqué. Alors déjà, l'investigation, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais ça intéresse les gens. Pour donner un seul exemple, il y a quelques semaines, mon confrère Tristan Walex, qui dirige Complément d'enquête, a finalement décidé de faire donc une enquête sur Michel Marchand, la sulfureuse patronne de la presse People qui est au cœur de l'Élysée depuis l'arrivée de Macron, ou qui en tout cas y a été longtemps. Puis il s'est dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'images, elle ne veut pas parler, c'est difficile, est-ce que ça intéressera les gens? Bon, ils nous font une super enquête sur cette personne. Je veux dire, ils font un record d'audience depuis 11 ans. Donc la petite musique qu'on entend souvent à la tête de France Télévisions, quand ils veulent refuser des projets un peu dérangeants, souvent ils disent « Ah non, c'est un peu compliqué, ça fera pas d'audience ». Enfin franchement, qui le sait? La vérité, c'est que c'est un prétexte qui sert très souvent à écarter des sujets un peu gênants. En fait, les Français, ils veulent de la coulisse, ils veulent de l'investigation, ils veulent du décryptage, ils veulent pas de la propagande. Oui, ce qui sert le sujet aussi, c'est que c'est la reine du people. Oui, mais... Aussi, elle est au confluent de la politique et du people. Ouais, mais ils voulaient pas le faire. Ils m'ont dit, nous on a lancé par exemple dans notre série Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Le premier épisode, on fait l'affaire Collère, le scandale qui menace Macron. Alors c'est qui Alexis Collère? Numéro 2 de l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée, bras droit de Macron, on les appelle les jumeaux de l'Élysée tellement ils sont proches, il est extrêmement puissant, extrêmement discret et apparemment il y a des problèmes de conflit d'intérêts au sommet de l'État puisqu'il a favorisé ou il aurait favorisé pendant des années une compagnie maritime italo-suisse dont on découvrira, et c'est pas lui qui nous l'a dit, qu'en fait c'est sa famille. Bon, donc il y a un énorme problème, on lance une enquête là-dessus et je veux dire ça fait un carton sur YouTube, on est à 1 700 000 vues. Juste pour dire que les copains de France 2 me disaient, bah nous on a pensé à le faire, puis on a hésité. Est-ce que ça fera pas d'audience? Ça fera peut-être pas d'audience. Est-ce que ça tient à 52? Bon, non, en fait, les gens, ils en ont marre de la soupe. Ils veulent des vraies révélations. Mais ça veut dire que faut pouvoir aller s'attaquer au cœur du pouvoir. Et ça, à mon avis, c'est parfois compliqué pour le service public. Les médias français sont dirigés par des groupes industriels gouvernés par leur peur. Cette phrase est de Pascal Rostin. C'est qui Pascal Rostin? Pascal Rostin, c'est un photoreporter extrêmement talentueux qui, par exemple, s'est retrouvé lui aussi confronté à ces espèces de rouleaux compresseurs des oligarques. Quand ça, en 2004-2005, je vous fais court, à l'époque, Sarko donc, arrive près de la présidentielle de 2007, c'est son Graal, ça fait 15 ans qu'il veut être président, il est avec Cécilia, il a vendu Cécilia à la une de Match pendant 15 ans, le couple qui arrivera à l'Élysée ou qui n'y arrivera pas, etc. Et là, il y a un accident dans la vie de Sarkozy. C'est déjà Mimi Marchand qui vend, ou pas déjà? Oui, ils sont déjà assez proches de Michel Marchand, qui est déjà au cœur du système. Qui vend l'histoire au Cécilia. La presse People, etc. Mais il y a un accident de la vie, ça peut arriver, c'est que Cécilia décide elle supporte plus Nicolas, elle décide de s'éloigner de Nicolas, etc. On est fin 2004, elle va partir dans les bras d'un riche publicitaire, Richard Attias. Mais Nicolas, en fait, il a décidé que c'était pas possible, parce qu'il a vendu au Français un couple politique, et ça peut pas, il pense que ça va torpiller sa marche vers la présidence, et donc il va exercer des pressions invraisemblables sur sa femme pour qu'elle revienne, et surtout, ses amis oligarques qui possèdent la presse vont dissimuler cette rupture, faire semblant qu'elle n'a pas eu lieu. Quand le pauvre patron de Paris Match, Genestar, a le malheur de mettre à la une photo qui montre que Cécilia est en train de s'installer à New York. Alain Genestar. Alain Genestar. Il va, sur pression de Sarko et Lagardin, il va être viré de la tête de Paris Match. Et donc Rostin fait partie de ces photoreporters qui, au printemps 2005, font des photos de Cécilia avec Attias à Cannes, qui ne se cachent pas, etc. Et tous les journaux des milliardaires vont enterrer ces photos, les censurer, les bloquer. Donc Rostin finit écœuré par dire, voilà, des groupes de médias dirigés par leur peur. Ils n'osent pas fragiliser le président. Le problème, c'est que l'information, ça sert à dire la vérité. Si le couple présidentiel a explosé, il a explosé. On va pas le dissimuler. Ils ont réussi quasiment à le dissimuler pendant 2 ans et demi, jusqu'à la présidentielle de 2007. Oui. Avec Sarkozy qui mettait la pression pour pas que l'histoire sorte, aidé en cela par Arnaud Lagardère, et l'histoire finit par sortir dans Paris Match.
Alors, pourquoi ça sort en août 2005 ? C'est-à-dire que ça sort, oui, on trouve une photo. C'est obligé de sortir, en fait. C'est obligé de sortir parce qu'en fait, la presse étrangère, la presse anglaise qui a eu vent de l'histoire, les photos sont partout. Elles sont proposées dans toutes les rédactions. Les Rostin et ses potes travaillent, ils ont des photos. Et c'est finalement la presse étrangère qui va révéler qu'en fait, le couple qui se dirige vers la présidence en France, en réalité, ce couple politique a explosé. Et donc, c'est en apprenant que finalement, la presse anglaise va sortir le scoop que Marie Match, coincé, finira par dire on ne peut pas être tapé par nos concurrents britanniques, on va avoir l'air idiot, donc il faut sortir le truc. Il le sort, convaincu que ça passera, et en fait non, ça passe pas. La colère de Sarkozy est telle qu'il appelle Arnaud Lagardère, qui va écarter cet excellent confrère Jeanne Estard de la direction de Match, en disant tu ne couvriras pas la présidentielle. Donc si vous voulez, ces gens sont extrêmement puissants, et ces milliardaires qui contrôlent les médias mettent leur système très souvent au service des carrières politiques des gens qui veulent soutenir. Vous proposez une autre lecture d'un autre scoop, c'est celui de Closer, les photos d'un président avec des croissants, un casque et un scooter. Alors finalement, l'histoire, elle est moins simple qu'elle n'en a l'air. Est-ce que Julie Gaillet, elle a joué un rôle dans cette histoire ? Je sais pas, je pose la question parce qu'il se trouve qu'apparemment elle connaissait un peu le paparazzi Sébastien Valliela qui a fait ce coup en... C'est Ratatouille, c'est ça ? Oui, c'est Ratatouille. Alors, Michel Marchand l'appelle Ratatouille parce que vous savez que les surnoms des paparazzi, c'est les rats. Quand Lady Di meurt dans un tunnel parisien il y a quelques années, les paparazzi vont avoir une mauvaise presse parce qu'on les accuse d'avoir pourchassé la voiture en moto, d'avoir peut-être eu une responsabilité dans l'accident, et donc le nom péjoratif pour les désigner, c'est les rats. Et Marchand, ça l'a fait rire. Mimé Marchand, donc elle appelle son meilleur rat, Sébastien Valliela, Ratatouille, ce qui est quand même assez amusant, mais qui en dit long aussi du cynisme de ce truc-là. Non, sur le scoop Hollande, avec son casque qui va voir Gaillet, moi ce que j'en retiens, si vous voulez, c'est que voilà un président qui n'a pas voulu jouer le jeu de Michel Marchand, qui n'a pas voulu jouer la complaisance avec la presse people, comme faisait Sarko. Résultat, à un moment donné, il se retrouve avec des paparazzis aux fesses qui vont démonter sa vie privée et qui vont quand même fortement entamer sa crédibilité de président en janvier 2014, je crois. Donc ça raconte la puissance de Michel Marchand, et il y a plutôt intérêt à être ami avec Michel Marchand qu'à être contre elle, parce que sinon c'est très dangereux. Alors, ce qui m'a intéressé le plus dans votre livre, c'est que finalement, Sarkozy et Macron, on parle beaucoup des rapports qu'ils ont avec les oligarques. Mais François Hollande, il est passé entre les gouttes et finalement, on parle assez peu des rapports qu'il a eus. Il promettait d'ailleurs une loi anti-concentration pour couper enfin ce lien coupable, disait-il, qui unit les médias à ces grands groupes industriels et financiers. Et finalement, il a joué leur jeu. Totalement. Mais en soum-soum, en sous-marin. Totalement. La gauche a toujours affiché une volonté de lutter contre cette concentration dans les médias, y compris dans la campagne de François Hollande. Patrick Bloch, en 2012, portait une loi, un projet pour limiter la concentration. Ils n'ont finalement jamais osé le faire. Et François Hollande a fait comme les autres. Il a été à Canossa, il a montré patte blanche, il a essayé de séduire ces gens en échange de quelques miettes de complaisance médiatique. Simplement, il l'a fait plus discrètement et de façon plus hypocrite. Pour ne donner qu'un seul exemple, quand Bolloré vient écrabouiller l'Esprit Canal en 2015, nous, un peu naïvement à l'époque, moi j'ai rien contre François Hollande, on a tiré le bras du président via son chargé de communication Gaspard Cancer, on a été voir le CSA avec toutes les preuves de ce qui était en train de se passer à Canal en termes de censure, et je veux dire, les Hollandais n'ont pas bougé le petit doigt. Fleur Pellerin a été à la radio pour expliquer que, ah bon, il y a eu un problème, je ne suis pas au courant. Et François Hollande n'a jamais rien dit. Et quand on a enquêté, mes confrères Vescovaci et Canet, pour un livre qui s'appelle Vincent Tout-Puissant, ont fait une belle enquête. Ils ont découvert qu'en fait, non seulement ça, mais surtout, François Hollande, sous l'influence de son conseiller Bernard Poignant, un breton très ami de Bolloré, a passé toute la période 2012-2015 à aider Bolloré à monter dans le système Vivendi pour, au final, prendre le contrôle éditorial de Canal. Vous expliquez comment il arrive grâce à Jean-René Fourtou avec 2% de Vivendi. Et comment, quelques années plus tard, il se retrouve à la tête du groupe. Et un dernier truc vraiment intéressant sur Bolloré et Canal. Il faut savoir quand Sarkozy était président, il a passé des années à se taper des pieds par terre de colère contre les guignols, contre l'investigation, contre le zapping, et d'exiger qu'on démonte la direction de cette chaîne pour qu'ils arrêtent de se moquer de lui. Bon, il n'a jamais réussi parce que Fourtou n'osait pas supprimer les guignols de peur qu'ils envahissent le CSA. Bon, bref. Donc, aussi incroyable que ça puisse paraître, Sarko, président, n'a pas réussi à tuer l'impertinence de Canal+. Et un jour, fin 2011, ce qu'on a découvert, c'est que finalement, Fourtou sait plus comment faire pour aider Sarko. Il lui dit, président, je voudrais vous aider à être réélu. Et en gros, Sarko lui dit, bah oui, mais tes guignols n'arrêtent pas de se foutre de ma gueule. Et à la fin, Fourtou dit, ah, mais j'ai trouvé la solution, on va faire venir Vincent, parce que Vincent, il tient d'une main de fer ses rédactions, il saura faire. Donc Vincent vient, on lui fait un pont d'or pour qu'il vienne dans le système, et lui va réussir à dire à Sarko, tu vas voir, on va faire un coup d'état actionnarial, on va prendre enfin le contrôle de cette citadelle qui se fout de ta gueule depuis 15 ans. Et c'est par le biais actionnarial que les sarkozystes ont réussi à tuer Canal, et pas par le biais politique. C'est assez intéressant. Enfin, l'esprit Canal d'une époque. L'esprit Canal. Voilà. Canal est toujours vivant. Tout à fait. Canal n'est pas mort. Canal existe un certain encore. Canal n'existe plus. C'est devenu Canal Bolloré. Voilà. Ouais.
Pour qui roulent les oligarques pendant ces élections? Alors, on entend beaucoup de choses. Finalement, est-ce que Bolloré roule pour Zemmour, comme on le dit, ou pas? Je pense que Bolloré, qui étend très largement son emprise dans le système médiatique français, puisqu'il a pris le contrôle d'Editis, un énorme groupe d'édition, il veut maintenant prendre le contrôle de Paris. Alors Editis, parce qu'on parle de concentration, c'est énormément de marques. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours des milliardaires qui contrôlent la presse, mais là, on arrive à un stade où maintenant, ils veulent contrôler l'édition. Editis, c'est des vingtaines de maisons d'édition. Il veut contrôler Lagardère, c'est Hachette, c'est énormément de maisons d'édition. Donc là, Bolloré est en train d'étendre son emprise de manière majeure. Après, vous me disiez, est-ce qu'il soutient Zemmour? Bah oui, il soutient Zemmour. Il l'a fait venir, il l'a payé tous les jours pour venir, de mon point de vue, pousser un peu à la guerre civile en France et montrer du doigt les musulmans. Je pense que Bolloré, en vieillissant, finalement, revient sur ses fondamentaux, un peu réac, un peu catho-tradi, très à droite, et qu'il a envie de pousser la vie politique française vers la droite, comme Hersan l'avait fait il y a 30 ans. Il a le droit, c'est juste on le laisse prendre une place dans le système médiatique français qui est considérable. Donc lui, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soutienne Macron. La plupart des autres, en gros, oui, notamment Bernard Arnault, qui a déjà annoncé qu'il renouvellerait son soutien à Emmanuel Macron. Donc la majorité de ces milliardaires vont à nouveau soutenir Macron pour un nouveau mandat. Bolloré, c'est plus discutable. Cela dit, son fils a mis aussi C8 ou Touche pas à mon poste au service des macronistes à partir de 2017. Donc si vous voulez, c'est plus compliqué que ça. C'est quand même des milliardaires qui s'arrangent toujours pour être du bon côté du manche et à soutenir le type qui va être au pouvoir. Mais l'intelligence, ça serait quand même de soutenir les deux. Enfin, non. Alors, c'est ce que font souvent les Algériens. Ils soutiennent les deux candidats à la présidentielle en France, comme ça ils sont sûrs d'avoir des biscuits dans les deux paniers. Bon, écoutez, côté oligarque en France, ils ont plutôt tendance à choisir leur camp ces derniers temps. C'est plutôt, je choisis celui-là. Donc, globalement, les oligarques choisissent plus Macron que Zemmour. Est-ce qu'il y en a qui ont choisi Pécresse, par exemple, parmi les oligarques? C'est difficile à dire, mais je crois que Bernard Arnault a annoncé qu'il allait soutenir Macron. Arnaud Lagardère, il est un peu fragilisé, c'est Bolloré qui est en train de lui monter sur la tête. Donc Bolloré, c'est plutôt Zemmour, mais il va de toute façon, je vous rassure, si Zemmour plafonne à 12% dans les sondages, Bolloré va vite comprendre que ça ne sera pas lui, donc il va soit soutenir Pécresse, soit soutenir Macron. De toute façon, d'une manière générale, indépendamment de l'élection, si vous voulez, ces gens ont un tel pouvoir d'influence sur les politiques grâce à leurs médias, qu'ils ont tendance à instrumentaliser, alors de manière caricature quand c'est Bolloré, plus subtil quand c'est Niel. Ils ont un tel pouvoir d'influence que de toute façon, ils tiennent les politiques. C'est-à-dire qu'ils exercent des pressions sur eux considérables tout au long des quinquennats. Donc là, on a un problème. L'information est utilisée pour des intérêts industriels ou politiques et pas pour informer les Français. Donc là, il y a un problème. Et d'ailleurs, les citoyens en ont tellement marre que toutes les campagnes de levée de fonds pour des médias indépendants depuis 5 ans cartonnent. D'où notre projet Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée, 9 épisodes, bilan critique du quinquennat Macron. On a levé en 3 mois 240 000 € et on va réussir à le faire. Donc voilà, les citoyens s'en sortent par les médias. 4 000 donateurs qui ont déjà participé, vous disiez tout à l'heure. Donc c'est un épisode tous les quels jours? Là, on est épuisé parce qu'on a promis un épisode tous les 10 jours jusqu'à la présidentielle et on tient notre promesse en dormant 4 heures par nuit. Voilà. Ça, c'est dans offinvestigation.fr que vous pouvez retrouver. Comment est-ce que vous faites pour faire la promotion de votre livre aujourd'hui? Alors, est-ce que concrètement, vous êtes invité dans les médias du groupe Canal, dans les médias de la télévision publique ou de la radio publique? Alors, Bernard Arnault, les écoles parisiens, c'est non. Arnaud Lagardère, JDD Paris Match et tout, c'est non. Bolloré, clairement, c'est non. Alors, reste un peu le service public. Alors, si, chez Xavier Niel, on a eu un petit papier dans Le Monde et dans Télérama. Drahi, Libé nous a fait quand même un petit papier. Donc, voilà, c'est pas tout noir et tout blanc, mais globalement, on est quand même très peu invité dans les grands médias. Et le service public de l'audiovisuel, écoutez, non. Sauf erreur de ma part, on n'est pas du tout invité. Ils sont un peu vexés parce qu'on a un peu expliqué qu'ils dépendaient quand même beaucoup du pouvoir politique et que, moi, de mon point de vue, il y a quand même quelques dirigeants qui ont mis l'audiovisuel public au service des macronistes. Là, depuis quelques temps, c'est invraisemblable. Par exemple, ils ont annoncé un bilan du quinquennat Macron où les gens qui portaient un regard critique sur ce quinquennat étaient quand même Édouard Philippe, Christophe Castaner, Jean-Marc Dumontet, communicant de l'Élysée, et Sibeth Ndiaye. Donc autant vous dire qu'ils ont trouvé sur France 5 il y a quelques semaines que le quinquennat Macron s'était quand même très très bien passé. Donc pour moi c'est scandaleux, la redevance ne sert pas à faire de la propagande politique. Bien, et la suite est dans votre livre, l'Élysée et les oligarques contre l'info aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous réécoutez l'émission en podcast et vous la verrez sur YouTube, sur notre chaîne. Merci d'avoir été avec nous. Vous viendrez nous reparler de Macron l'Algérien, l'épisode 7 de votre série. Je vous encourage vivement à inviter Yanis Mamdi qui va donc rendre public Macron l'Algérien probablement le 18 mars prochain. Ouais, on attend avec beaucoup d'impatience. Bon dimanche sur Beurre FM.